Vous m'avez posé une bizarre question. Quel est cet homme qui cherche toujours à prendre le territoire de l'autre? Et je me suis souvenu, je l'avais d'ailleurs cité dans un de mes petits travaux sur la paix autrefois, je me suis souvenu de cette phrase de Martin Buber, le philosophe, qui en 1936, présageant déjà la partition qui, sous nos yeux, ne se réalise pas du tout du territoire palestinien avec Israël, avait écrit ceci. Il avait rapporté un récit hassidique. On a demandé à Rabbi Abraham Jacob pourquoi l'espace se rétrécit parfois pour les créatures alors que nos sages ont dit « tout homme a une place sur terre ». Et le juste répondit « c'est parce que chacun veut s'emparer de l'espace d'autrui ». La question n'est donc pas nouvelle et je crains qu'elle soit aussi durable que ne le sera l'humanité. Alors, la question, pour prendre le territoire de l'autre, ça supposerait, mais les philosophes sont comme ça, qu'on définisse ce que c'est qu'un territoire. Eh bien, c'est pas si simple. Le territoire, comme le dit l'étymologie, c'est plutôt la terre, c'est l'espace terrestre. Or, le globe, c'est surtout la mer, plutôt que la terre. Et puis, il y a aujourd'hui, on le sait bien, l'espace interstellaire, l'espace sidéral. Et là encore, qu'est-ce qui se passe ici? Je parle alors qu'un ancien ministre de la Défense et un général sont à côté de moi. Ils savent bien que l'espace, justement, c'est une extension du territoire. C'est curieux à dire, puisque on considère que l'espace nous appartient d'une certaine manière. Mais il nous appartient à qui? Il appartient à qui? Alors on a dit, il appartient à l'humanité. J'ai sous les yeux la phrase que les astronautes ont indiquée sur une plaque quand ils sont allés sur la Lune pour la première fois. Nous venons en paix au nom de toute l'humanité. Autrement dit, il y aurait des espaces qui seraient préservés de la guerre, comme le sont les espaces de notre planète. Et en fait, je me pose la question, et je la leur pose aussi, même s'ils n'auront pas le temps de la traiter. N'avons-nous pas, dans nos traités internationaux, dit qu'il y avait quand même des ressources appropriables dans l'espace? N'avons-nous pas envoyé des satellites militaires dans l'espace? Donc même cet espace qui pourrait être celui de l'humanité dans son entier, et non pas celui des États-nations, même celui-là semble, j'allais dire, contaminé par le risque de guerre. Alors bien sûr, un territoire, c'est, pour revenir un petit peu plus sur Terre, c'est le cas de le dire, c'est un territoire délimité, qui a des frontières, qui a des zones. Le mot frontière n'a pas bonne presse, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on préfère les médecins sans frontières, les reporters sans frontières, et amusez-vous à chercher sur Google les associations sans frontières et vous verrez, la liste est infinie. Il y a les clowns sans frontières, il y a des associations humanitaires sans frontières. Bref, et pourtant, il faut des frontières. Je veux dire que le globe n'est pas un tout indistinct. Et donc, il faut, je crois, oser réhabiliter la notion de frontière. Et il me semble que quand tout à l'heure, les autres interlocuteurs mettront les mains dans le cambouis, ils seront bien obligés de quadriller un petit peu le globe et de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Je pense évidemment, comme tout le monde ici, à l'Ukraine, je pense aussi à la Palestine et à Israël. Bref, le fait que les frontières ne soient pas très stables, qu'elles ne puissent pas être garanties par le droit international comme elles devraient l'être, fait que l'état de guerre domine. Et pourtant, de quoi me plaindrais-je? Moi qui suis né au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, de quoi me plaindrais-je? N'est-ce pas la première fois dans l'histoire que nous avons vécu sur le sol français sans guerre? Sans guerre. Pourquoi? Peut-être parce que les démocraties ne se font pas la guerre et que nos voisins sont désormais des personnalités juridiques qui, justement, vivent dans un régime démocratique. C'est quelque chose qu'on entend souvent dire dans nos sphères philosophiques, en tout cas, une guerre n'éclate qu'entre une dictature et une autre dictature, ou entre une dictature et une démocratie. Peut-être que la chose mérite d'être méditée. Un territoire, donc, c'est un territoire qui a des frontières, c'est un territoire qui est approprié par une population déterminée, mais approprié, qu'est-ce que ça veut dire? Propriétaire?
usufruitière. Je crois qu'évidemment il s'agit plutôt de usufruit. Je crois qu'il s'agit plutôt de responsabilité. Il n'y a pas de territoire sans patrie. N'ayons pas peur du mot de patrie, me semble-t-il. Pourquoi? Parce qu'il renvoie à notre enracinement, il nous renvoie à un ethos particulier, il nous renvoie à des valeurs, à des principes, certainement, à une histoire, à une mémoire. Mais en même temps, il y a de véritables patries, et je viens de prononcer le mot d'enracinement, cher à Simone Veil, la philosophe, il n'y a pas de patrie, il n'y a pas d'enracinement sans qu'il y ait ouverture sur autre chose que la patrie. J'ai relu récemment justement l'enracinement de Simone Veil et j'ai vu que c'était constamment présent à son esprit cette idée qu'une patrie authentique est une patrie qui cherche toujours l'universel et la justice. Pas de patrie, pas de patriotisme sans recherche de la justice. Alors la question posée par aussi bien par Madame Hutin tout à l'heure que par Martin Buber, hélas, elle a une réponse que les philosophes connaissent depuis la nuit des temps, qu'il s'agisse de la sagesse chinoise la plus ancestrale ou qu'il s'agisse de nos grands penseurs de juste après la Première Guerre mondiale. Je pense à Paul Valéry, je pense à Sigmund Freud, je pense aussi à Bergson, tout simplement, qui disait qu'il y avait un instinct guerrier, que, au fond, qu'est-ce que c'est que la paix? C'est une halte entre deux guerres, disait-il. Évidemment, dans le contexte post-Première Guerre mondiale, il était difficile de dire les choses peut-être un peu autrement. Je le cite, « L'origine de la guerre est la propriété. L'origine de la guerre est la propriété, individuelle ou collective, et comme l'humanité est prédestinée à la propriété par sa structure, la guerre est naturelle. » Autrement dit, nous ne sommes pas prêts d'en sortir. Et pourtant, aussi bien chez le sage chinois auquel je pensais tout à l'heure, celui qui a écrit L'art de la guerre au VIe siècle avant Jésus-Christ, que chez des auteurs plus récents, plus grecs, plus romains, plus contemporains aussi, personne n'aime la guerre. Aucune société n'aime la guerre. Et donc on va tout faire pour essayer d'en limiter la durée, d'en limiter les dégâts. Et en effet, l'homme n'est pas habité par une pulsion meurtrière définitivement, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il veut sortir de cette impasse qu'est cette violence généralisée et qui est si destructrice comme nous le voyons encore aujourd'hui sous nos yeux. Il veut la paix. Il veut la paix et il ne s'en donne pas vraiment les moyens. Si bien que le philosophe que je préfère pour traiter cette question, ce n'est pas exactement Thomas Hobbes. Je dis ça pour ceux qui ont un petit peu de connaissances. Vous savez que Hobbes, c'est celui qui pense le pacte social en disant que pour sortir de l'état de nature, qui est un état de guerre de tous contre tous, de violence généralisée, d'appropriation du territoire de l'autre, justement, eh bien, Hobbes dit qu'il faut qu'à un moment donné, par un contrat fictif, mais qui va être opératoire, bien sûr, par un pacte, il va falloir renoncer, chacun individuellement, et on a envie de dire chaque État individuellement, même si ça ne fonctionne pas aussi bien, à cette violence et la confier à une instance tierce. Si bien que la piste qui va être choisie, me semble-t-il, par la philosophie politique et par nos hommes politiques, ce n'est pas exactement celle de Thomas Hobbes parce qu'il n'arrivait pas à penser une sortie de l'état de nature entre les États. Je dis ça un petit peu rapidement. En revanche, le philosophe qui me semble plus inspirant ici, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, eh bien, a été le livre de chevet d'un grand monsieur de l'histoire, Woodrow, le président des États-Unis au sortir de la Première Guerre mondiale. Il avait sur sa table de chevet le livre de Kant, Projet de paix perpétuelle, et il avait conscience que la meilleure solution pour sortir de la guerre permanente, ce n'était pas nécessairement la philanthropie, ce n'était pas nécessairement la morale, c'était tout simplement de vérifier que de la discorde devait naître même la concorde. Et que le droit international qu'il a réussi à construire à partir de cette idée très, très sommaire, très, très simple, peut-être simpliste en même temps, eh bien, ça consistait à dire que le droit international, et je trouve que sa construction était en effet tout à fait intéressante, ça ne consistait pas à se mettre d'accord pour qu'il y ait
un commandement universel de toutes les nations, mais qu'il fallait une fédération, une alliance des nations. Et ça a été les balbutiements de la Société des Nations, qui, hélas, n'a pas bien fonctionné, puisque 39-40 est arrivé, bien sûr. Mais enfin, il y a eu ensuite cette reprise de cette idée, encore une fois, du siècle des Lumières, une idée par le biais de l'Organisation des Nations Unies qui a consisté à dire tous les conflits doivent être réglés par le droit et non pas par la force. Mais pas un droit, évidemment, sans la force, parce que qu'est-ce qu'un droit sans la force? Je parle devant un général et il sait encore mieux que moi de quoi il retourne. Un droit sans la force n'est plus un droit, c'est un vœu pieux, bien entendu. Et donc, au fond, l'ONU n'était pas l'organisation qui a permis cette paix très longue, durable, que nous avons au moins, nous autres, Européens de l'Occident, connue depuis maintenant près de 80 ans. Et il faut bien sûr une force. Cette force, c'est les casques bleus, mais ça n'est pas un État monarchique universel. C'est une fédération de nations. Nous n'avons pas d'autre solution jouable, valable que celle-là. Et tout à l'heure, donc, je vais laisser le micro, dans quelques secondes d'ailleurs seulement, rassurez-vous, je ne suis là que pour chauffer la salle pour nos invités de prestige, et ils vont mettre, eux, la main dans le cambouis, et eux vont nous dire ce que c'est que la géopolitique, et eux vont nous dire qu'entre l'idéal philosophique et la réalité humaine, il y a évidemment beaucoup de pas difficiles à franchir. J'ai promis que je ne serai pas très long. J'espère avoir été suffisamment court. Et pourtant, je voudrais ajouter une toute dernière indication, parce qu'elle aussi est au cœur de notre actualité. J'ai glissé tout à l'heure qu'un État-nation, c'était une appropriation par une population donnée, et j'ai voulu dire que c'était une responsabilité. Et nous le savons bien, surtout alors que des échéances européennes se profilent à un bref horizon, nous savons bien que cette appropriation crée des difficultés lourdes quand il s'agit de gérer ce qu'on appelle l'émigration. Eh bien là encore, Emmanuel Kant nous donne un certain nombre de principes directeurs qu'il ne faudrait jamais oublier. Tout étranger, disait-il, doit être accueilli dès lors qu'il n'est pas un ennemi sur le sol. Tout étranger doit être accueilli. Et il faudra distinguer entre l'étranger vérifié, entre le travailleur émigré, entre le visiteur, le touriste même ou le résident. Et puisque j'ai commencé par citer Martin Buber, du côté du judaïsme, qui est, je le sais, une religion chère au cœur du père Dornelas, ici présent, je terminerai aussi par tout simplement cette petite histoire biblique. Vous savez qu'on dit que l'humanité est fraternelle, ce sont des frères. C'est pas vrai, ça commence par un fratricide, comme chacun sait. Caïn va tuer Abel. Mais la première fois, dans le récit de la Genèse, la première fois où il est question de paix et de véritable fraternité, c'est lorsque Abraham et son neveu Lot se trouvent à la tête de troupeaux qui ne peuvent plus paître dans le même lieu. Et Abraham dit alors à Lot, son neveu, son frère, nous sommes frères, eh bien, qu'il n'y ait point de querelle entre nous. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et Lot choisit d'aller du côté du Jourdain et Abraham va aller du côté de Canaan. C'est la première fois que la paix existe. Et la paix existe, pourquoi? Parce qu'il y a une séparation. Pas de paix sans séparation. Pas de fin de la violence sans séparation. Parce que s'il n'y a pas de séparation, c'est la confusion. C'est le sans frontières généralisé et dangereux, celui qui provoque justement des occupations. Et puis en même temps, chacun le sait bien, pas de séparation sans partage. C'est la partition. La partition rêvée ici, c'est évidemment une partition qui est un partage entre deux zones qu'on va se donner. Et évidemment, ici, vous le voyez transpirer déjà, pourquoi n'arrivons-nous, la question qui sera tout à l'heure au cœur des propositions qui seront faites, pourquoi n'arrivons-nous pas à imposer deux États à ce peuple de Palestine et à ce peuple d'Israël? Ils sont tous les deux d'accord pour dire qu'il y en a un de trop. Et évidemment, il faudrait relire ici l'ancêtre du monothéisme à travers cet épisode d'Abraham et de Lot, bien entendu. Voilà, j'en ai sans doute trop dit et je sais que le monsieur chronomètre va me gronder si je vole la parole de ceux qui vont suivre et pourtant il y aurait tant à dire. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci Jacques Ricot. Pas de paix sans partage, pas de patrie authentique qui ne serait ouverte sur les autres. Et vous avez, d'une certaine façon, parfaitement fait la transition avec Jean-Yves Le Drian, qui est l'envoyé spécial du président de la République au Liban. Vous avez été ministre de la Défense, vous avez été ministre des Affaires étrangères. Je vais vous demander, en une petite demi-heure, d'essayer de dresser le diagnostic de ce monde fragmenté. L'Europe a vécu une parenthèse enchantée pendant plus de 70 ans, avec aussi l'appui du parapluie américain. L'Europe est à nouveau plongée aujourd'hui dans la guerre. Quel regard est-ce que vous portez sur ce monde ? Parole est à vous, merci. Merci à vous, merci à Madame Hutin de nous avoir invités. Merci à Mesdames et Messieurs d'être présents. Merci de m'avoir confié l'état du monde en 30 minutes. C'est un peu difficile, donc je vais essayer de le faire le plus simplement possible, quitte à ce que l'on revienne sur certains points dans les discussions. Vous l'avez dit, la guerre est à nos portes. Elle se déroule sur notre continent avec une violence, une barbarie, une intensité de destruction comme nous n'avons jamais vu depuis la dernière guerre mondiale. Et puis la guerre est aussi au Proche-Orient, depuis le 7 octobre dernier, après un massacre antisémite qui n'avait jamais été connu depuis la dernière guerre mondiale, et aussi une hyper-violence indiscriminée qui se déroule depuis, avec un mouvement qui fait comme si on allait vers une guerre sans fin dans cette région, et avec les risques d'extension et d'escalade qui sont articulés autour de cette situation. Voilà l'état des lieux et de la conflictualité, mais je voudrais revenir sur une analyse plus globale que je voudrais faire avec vous. D'abord sur la désignation de ce qui se passe. Et là, je vais rejoindre ce qu'a dit le professeur tout de suite, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une rupture par rapport aux 80 dernières années que nous avons vécues. Je considère pour ma part que nous sommes dans une phase de basculement du monde, d'un renversement d'époque, dont nous n'avons pas encore pris toute la mesure. Et c'est d'autant plus brutal que nous venons de vivre avant peut-être une période de certaine euphorie qui a commencé dans les années 90 après la chute du mur et qui s'est poursuivie jusque le milieu des années 2010. Basculement du monde. Avec cette évidence pour moi, c'est que tous les principes fondamentaux qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, gouvernaient l'ordre international, semblent s'effondrer. L'intégrité des territoires, l'inviolabilité des frontières, le non-recours à la menace ou à l'encontre, le règlement pacifique des différends, tout ça contenu globalement dans la Charte des Nations Unies, tout cela n'est plus de cours. Et ces références-là sont progressivement en train de devenir caduques. Y compris le multilatéralisme, un mot un peu compliqué qui veut dire que les États, en respectant leur propre souveraineté, leur propre autonomie, se mettent d'accord entre eux pour avancer sur une stratégie, qu'elle soit climatique, qu'elle soit éducative, pour faire progresser la planète. Ce multilatéralisme-là n'existe plus non plus. Et au-delà de cela, les instances internationales censées mettre en œuvre les grands principes que j'ai évoqués semblent de plus en plus souvent hors jeu, à commencer par le Conseil de sécurité. Elles deviennent plus ces instances internationales et onusiennes, puisque vous parliez tout à l'heure des Nations Unies et faisiez référence aussi à la SDN. Ces instances-là, aujourd'hui, n'apparaissent plus pertinentes pour régler des conflits, alors que dans la période dite heureuse, entre guillemets, depuis autour des années 90, il y avait beaucoup de décisions qui étaient prises au sein du Conseil de sécurité. Ce n'est plus le cas puisque chacun fait fonctionner son droit de veto sur quasiment toutes les propositions et les résolutions qui sont proposées, sauf une il y a très peu de temps,
généralement, c'est ou la Russie ou la Chine, parfois même les États-Unis, qui bloquent le fonctionnement du Conseil de sécurité. J'ai siégé au Conseil de sécurité, je l'ai même présidé à plusieurs reprises, et j'ai constaté cette évolution accélérée se produire. L'ONU est aujourd'hui paralysée par les vétos, mais aussi par la contestation interne, puisque beaucoup ne se reconnaissent plus dans le mode de fonctionnement des Nations Unies et veulent créer à côté, parallèlement, d'autres ordres pour gérer la planète. J'y reviendrai. Et cette situation est particulièrement préoccupante. Et en écho de cela, je suggère de regarder, si un jour vous en avez le temps, le contenu de la déclaration Poutine-Xi Jinping juste avant les Jeux Olympiques de 2022, avant les Jeux Olympiques de Pékin. Rappelez-vous cette visite du président Poutine à Xi Jinping, ce texte de fraternité qui avait été signé entre les deux, où il y a l'affichage très clairement d'une volonté de désoccidentalisation du monde et de préparation d'un monde nouveau, d'un ordre mondial nouveau qui s'appuierait sur des régimes autoritaires et sur le renoncement à l'Occident décadent. Donc voilà une situation telle qu'elle existe aujourd'hui, et cette situation ouvre un espace pour une utilisation désinhibée de la violence armée, puisqu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de régulation, et à partir de ce moment-là, on peut agir un peu comme on l'entend sans être profondément inquiété. Et c'est ce qui s'est passé avec l'agression en Ukraine. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Moi, je n'ai pas à cet instant les réponses à donner, mais j'ai quelques analyses. Mais ce qui s'est passé en Ukraine, c'est une traduction concrète de cette disparition des instances de régulation, avec en même temps l'apparition de ce que j'appelle les nostalgies d'empire. Et je rejoins ce que vous disiez, c'est que tout se passe comme si on revenait avant les 80 années qui viennent de se passer, c'est-à-dire y compris avant la guerre froide, avec la résurgence des empires, avec la nostalgie des empires qui provoque des pays comme la Russie ou la Turquie à recouvrer cette nostalgie et à afficher de nouvelles ambitions, mais aussi l'Iran qui est dans cette même logique, mais aussi finalement d'une certaine manière l'Inde, mais aussi la Chine avec cette volonté d'affirmation mondiale. Et dans cette affirmation des nostalgies d'empire, l'usage de la force remplace le droit. Le droit est défiguré pour servir de camouflage à l'emploi de la force armée. Parallèlement à cela, les guerres actuelles ou potentielles se présentent souvent et s'intensifient à l'occasion de la découverte de ressources énergétiques et de ressources minérales critiques qui provoquent parfois des nouveaux conflits qu'on n'attendait pas. Le Venezuela et le Guyana, par exemple, récemment, en est le témoin particulièrement évident. Et dans ce contexte-là, si nous sommes, nous, particulièrement sensibles et inquiets devant la gravité de la situation, c'est parce que aussi l'Europe est particulièrement touchée de cette nouvelle donne. Elle est touchée sur les principes, parce que l'Europe avait longtemps servi sur la scène internationale d'exemple pour le règlement pacifique des différends et pour l'expérience de l'union d'États souverains ayant souhaité chasser la guerre fratricide de leur horizon. Elle était citée comme référence, et ensuite elle avait aussi acquis avec sur l'ensemble de son environnement une forme de sécurité collective qui aujourd'hui tombe. Tous les grands textes de sécurité collective en Europe sont désormais caducs. Or, ils avaient été mis en œuvre soit par ce qu'on appelait l'acte final d'Helsinki à l'époque de Brejnev, et soit par la Charte de Paris à l'époque de Gorbatchev, où on s'entendait sur un certain nombre de principes que j'ai évoqués en grande partie, qui reprenaient une bonne partie de la Charte de Paris, où on s'entendait aussi sur la maîtrise de nos armements communs, où on avait mis en place des conventions, voire même des traités, qui évitaient des risques de guerre. Le plus spectaculaire étant le traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Rappelez-vous, 87,
la déclaration du président Mitterrand au Bundestag, les missiles sont à l'est, les pacifistes sont à l'ouest. Cela avait abouti à un accord qui aujourd'hui est aussi caduc, ce qui permet d'ailleurs aux Russes éventuellement d'implanter dans la zone de Kaliningrad des vecteurs nucléaires autant que bon leur semble. Donc nous sommes devenus dans une grande fragilité de ce côté-là. Moi, je fais remonter ce basculement, les premières étapes de ce basculement à 2013, au moment où, pour des raisons qui lui sont propres, sur lesquelles je ne reviendrai pas parce que ça serait un peu long, au moment où le président Obama renonce à frapper sur les sites d'armes chimiques de Bachar el-Assad en Syrie. C'est août 2013, où il renonce finalement à mettre en œuvre les mesures annoncées au cas où les lignes rouges auraient été franchies par le régime de Bachar el-Assad, annoncées, déclarées comme rupture majeure, en n'intervenant pas sur des frappes sur des usines chimiques, d'armes chimiques qui étaient prévues à ce moment-là. Du coup, c'est le point de départ finalement de fragilisation. Et moi, je fais un lien très, très évident entre l'intervention en Crimée du président Poutine, l'Empire qui veut retrouver de l'espace, qui intervient au début de l'année 2014, suite à une fragilisation perçue de l'Occident, d'une manière générale, les États-Unis en étant le symbole. J'ajoute à ça d'ailleurs que je fais un lien entre ce qui s'est passé là et ce qui s'est passé en Afghanistan en 2021, où le retrait américain d'Afghanistan, sans doute justifié, la France était partie depuis très longtemps, mais se fait de telle manière que c'est perçu comme un signe de fragilité supplémentaire, et le retrait américain d'Afghanistan intervient en relativement peu de temps avant l'agression de l'Ukraine par la Russie. Bref, les appétits de puissance se libèrent et nous sommes dans ce monde un peu affolé, sans repère, dans un basculement qui cherche une nouvelle voie mais qui aujourd'hui ne l'a pas. Je rajoute à cela une dimension un peu éthique qui me paraît tout à fait nouvelle et aussi très préoccupante pour l'avenir, celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Ce que je constate, c'est la capacité portée à une échelle sans précédent par certains responsables politiques, chefs d'État compris, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère d'Internet, cette capacité à nier la réalité et à la retourner pour construire de faux récits fondés sur ce déni manifeste. Et lorsque le déni du réel se déploie à ce niveau et à cette échelle, avec aplomb, la perte de repères, la perte de référence pour la communauté internationale, comme pour tous les citoyens, menace la sécurité de tous. Et on est rendu là. C'est-à-dire qu'il est très difficile pour des diplomaties de mener une discussion alors qu'on discute sur du mensonge. Donc la vérité n'est plus au rendez-vous. L'exemple le plus spectaculaire et récent, vous l'avez vécu, c'est l'accusation contre l'Ukraine d'être l'organisatrice du massacre de Crocus City à Moscou. Mais on peut citer cet exemple et on pourrait les multiplier. Et il serait, me semble-t-il, que dans l'avenir, le prochain chef d'État de la plus grande des démocraties devienne lui aussi un champion incontesté de cette pratique. Alors au total, pour caricaturer, mais à peine, sans gouvernement, sans gendarmes, sans communauté réelle de valeurs, la communauté internationale est donc en ce moment très peu préparée à aborder de front les grands défis de la géopolitique et de la géoéconomie mondiale qui se présentent avec insistance devant nous. Et c'est mon deuxième point. Puisque vous m'avez demandé de parler de l'état du monde, on parle de tout l'état du monde. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'urgence à ce qu'il y ait une communauté internationale qui travaille ensemble, et il n'y a jamais eu une communauté internationale aussi disloquée. Et parmi les grands mouvements, je vais les énumérer assez rapidement, qui sont devant nous, je vais d'abord parler des urgences des urgences.
Il y a, à mon sens, 4 urgences globales qui nécessitent des réponses globales auxquelles nous ne sommes pas aujourd'hui en situation de pouvoir répondre. Le réchauffement climatique, évidemment, c'est l'affaire cruciale de la jeunesse, c'est notre affaire cruciale, et ce réchauffement climatique va imposer de modifier complètement le cadre des politiques énergétiques, environnementales et industrielles. Et sa prise en compte va modifier toute l'offre de l'énergie au plan mondial. Et vous savez que pour traiter ce réchauffement climatique, il y a les conférences des parties, on appelle ça les COP, les parties étant les États qui fonctionnent régulièrement et qui ont permis un certain nombre d'avancées, mais on ne pourra avancer dans la lutte contre le réchauffement climatique que si les grandes divisions nord-sud, ce qu'on appelle aujourd'hui le sud global, et les pays industrialisés, que ces grandes divisions puissent aboutir à des compromis. Or, ces compromis sont lents, et si on n'accepte pas que la transition énergétique soit plurielle, qu'elle soit menée de manière différenciée, en respectant l'écart entre les pays déjà dotés d'appareils industriels et les autres, dits émergents, on sera devant de nouvelles difficultés, de nouvelles conflictualités, et c'est un enjeu qui est devant nous, auquel, devant le non-fonctionnement des instances internationales, on avance très péniblement. C'est la même chose pour la santé. Nous avons vécu ensemble la Covid au niveau mondial et on s'est aperçu que le traitement global des grands enjeux sanitaires, qu'il s'agisse de prévention, d'identification des virus, d'accès aux vaccins, en même temps que les difficultés de l'OMS, nécessitent aujourd'hui de reprendre à bras le corps ce sujet. Troisième urgence, le domaine crucial du numérique et de l'Internet. On ne pourra pas continuer longtemps à être sous la domination des super plateformes, car comme on sait aujourd'hui, ce sont généralement des plateformes américaines, quelques-unes sont chinoises, qui jouent un rôle transnational et dominant sur les États-nations et sur les patries, puisque vous évoquiez ce mot il y a un moment. Le sujet est au cœur des questions d'organisation mondiale d'aujourd'hui et de demain. Comment sortir de la dépendance extrême du moment? Comment trouver les normes adaptées de régulation? Aujourd'hui, la communauté internationale est muette sur le sujet parce qu'on ne peut pas avancer. Et cela supposerait une réponse coordonnée des nations et des organisations. Et enfin, la quatrième urgence des urgences, c'est le terrorisme, sur lequel il fut un temps, et même au début de mes propres fonctions de ministre de la Défense, il y avait une synergie internationale pour lutter contre le terrorisme. Ce n'est plus le cas. Et la menace du terrorisme d'origine islamique vient de ressurgir à Moscou. Elle n'est pas encore tue. D'autres groupes peuvent menacer aujourd'hui nos propres sociétés. Et on verra peut-être, le général en parlera pour le Sahel. Mais en tout cas, là aussi, c'est une menace globale. Et à menace globale, il faut une réponse globale. Ça, c'est le premier sujet, l'urgence, les urgences des urgences. Ensuite, constatons ensemble que nous sommes en train de vivre une modification des grands équilibres géoéconomiques. Nous assistons à une redistribution des cartes de la puissance économique mondiale. La trajectoire ascendante des économies dites émergentes du Sud global sera la principale source de croissance dans les années à venir. La Chine, l'Inde, l'Indonésie et d'autres vont s'imposer dans les 30 ans qui viennent comme les premières puissances mondiales, même si la Chine éprouve aujourd'hui des difficultés. Et de là, on voit apparaître un sujet dont on ne parle pas beaucoup, pas assez à mon avis, c'est l'émergence de ce qu'on appelle les BRICS. Et aujourd'hui, c'est les BRICS+. Les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, c'était BRIC. Et maintenant, se sont rajoutés, il y a quelques mois, très peu de temps, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et l'Indonésie. Et tout ce monde-là travaille ensemble de manière critique à l'égard de l'Occident et travaille ensemble à l'élaboration d'une alternative à l'organisation mondiale, même si à l'intérieur des BRICS, c'est pour ça qu'il faut relativiser un peu, il y a des divergences importantes sur l'objectif à rechercher. Dans les projections que l'on a, elles montrent aussi que les États-Unis, par leur capacité de rebond, et on le constate depuis 2 ans en particulier, par leur capacité d'innovation, seront à même de rester dans le peloton de tête pour l'avenir. Mais si l'Europe ne retrouve pas
un plus grand dynamisme, favorisant la croissance et l'innovation qui ont fait son succès dans le passé, son influence pourrait être profondément relativisée dans le domaine économique, commercial, international et inévitablement dans sa stature internationale. Ma troisième mouvement de géopolitique, que je vais énumérer très, très rapidement, mais ils sont tous aussi importants les uns que les autres, ce sont les nouveaux espaces de conflictualité. Ces nouveaux espaces de conflictualité, on commence à les identifier progressivement par les conflits actuels, mais ils risquent de s'approfondir dans les années qui viennent. Je pense aux cyberattaques que nous vivons, qui sont appelées à jouer un rôle croissant dans les agressions. Elles peuvent préparer ou accompagner des opérations militaires, elles peuvent jouer de façon à sembler rester en deçà du seuil d'une agression, mais paralyser, détruire toute une partie de l'appareil économique et commercial d'un pays. Les cyberattaques, l'espace, l'actualité récente, vous l'avez sans doute vu, a mis en valeur auprès du grand public le risque d'une militarisation de l'espace, c'est-à-dire d'un déploiement d'armes antisatellites qui fera courir à nos systèmes d'information et de communication des risques considérables. Et il semble bien que Chinois et Russes ne s'interdisent rien dans ce domaine, en dépit du traité de 1967 qui interdit l'utilisation pacifique de l'espace, qui oblige à l'utilisation pacifique de l'espace. Et puis la mer. Les enjeux maritimes sont aujourd'hui à l'origine d'une accélération des risques et des conflits, comme d'ailleurs de conflits réels, avec la militarisation de l'espace maritime. Ces trois axes-là, l'espace, la cyber et la mer, font partie des espaces non régulés, non organisés avant, et sur lesquels les puissances montantes essayent de prendre des places pour imposer leur domination sur ces trois espaces non régulés. Quand je dis non régulés, c'est qu'il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas d'organisation spécifique, du temps où les organisations internationales fonctionnaient au maximum. Alors, je n'ai pas parlé de l'intelligence artificielle, qui est le dernier risque non régulé qui apparaît et qui peut entraîner demain, au niveau de la sécurité, des bouleversements stratégiques considérables sur lesquels nous sommes au début de nos découvertes et de nos risques. Donc je suis conscient de vous faire une description rapide, un peu apocalyptique, mais c'est la réalité. Et je voudrais terminer mon propos en vous donnant quand même quelques raisons d'espérer. Moi, j'ai vécu ces 10 dernières années dans des postes de responsabilité majeure sur ces sujets. Et la question que je me pose, c'est face à ces évolutions, à ces bouleversements, assistons-nous au déclin irrémédiable des grandes démocraties occidentales et industrielles, ou au contraire disposent-elles d'atouts pour en tirer parti? Et je suis, moi, tout à fait opposé au clan des déclinistes en matière de démocratie. Je pense que nous avons la capacité à rebondir. Et ça, c'est mon premier point d'espoir. Je pense qu'il y a une erreur grossière qui consiste à assimiler le concept de démocratie avec le concept d'Occident. Il faut sortir de cette confusion. Il faut faire en sorte que les démocraties du monde puissent créer entre elles les synergies indispensables pour sortir des impasses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Les démocraties du monde, ce ne sont pas obligatoirement les démocraties occidentales seulement. Les démocraties du monde, c'est aussi le Brésil, c'est aussi l'Inde, c'est aussi l'Indonésie, qui ont des démocraties particulières. Ce ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais ce sont des démocraties. Je pense qu'il importe que nous puissions nous mobiliser pour que les démocraties du monde puissent se retrouver. Je suis favorable, moi, à l'international des démocraties. Pour que la condition de l'international des démocraties, c'est que chacune des démocraties s'engage à respecter les valeurs fondamentales de la Charte des Nations Unies. Je crois là, il y a des chances, nous sommes en capacité de pouvoir nous redresser à cet égard. Mon deuxième élément d'espoir, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la capacité d'écoute des demandes des pays de ce qu'on appelle le Sud global et la disponibilité à des réformes de gouvernance me paraît de plus en plus forte. Il nous faudra
faire des propositions de modification de la gouvernance mondiale. Alors, on recherche peut-être à partir des COP dont je parlais tout à l'heure, mais aussi par une représentation beaucoup plus représentative de l'ensemble de ce que représente la communauté mondiale, pour qu'il y ait des nouvelles formes d'instances internationales qui permettent d'aboutir à un nouveau multilatéralisme. Je pense que c'est possible, je pense que c'est souhaitable, à condition de poser des actes rapidement. En aucun cas, les démocraties dont je parlais ne peuvent être les syndics du statu quo actuel, sinon on ira vers d'autres conflictualités que j'ai évoquées. Troisième élément d'espoir, si l'on peut dire, on peut penser malgré tout que les États-Unis peuvent rester une démocratie, qui ne seront plus sans doute l'hyperpuissance antérieure, mais qui demeureront une puissance majeure et qui peuvent être une référence démocratique à condition qu'ils s'en donnent les moyens électoraux et politiques et qu'ils restent en place pour la défense des valeurs dont je viens de parler. Et puis enfin, je terminerai là-dessus, sans qu'il faut voir de lien avec les échéances à venir qui sont là, même si je pense que ça aura un impact important. Il y a les atouts propres de l'Europe. Moi, j'ai vu, en 10 ans, l'Europe traverser des crises, mais aussi connaître une véritable mutation. Et je pense qu'on peut construire sur cet acquis. L'Europe est sortie de l'innocence, elle est sortie de la naïveté, elle est sortie de la torpeur stratégique. Elle n'a pas abouti encore tout son chemin. Mais quand je vois ce qui se passait en 2012 et ce qui se passe maintenant, c'est une révolution copernicienne qui s'est produite. D'abord, l'Europe est restée unie, alors que tout le monde pensait qu'elle n'allait pas l'être. Rappelez-vous les débats autour du Brexit, mais rappelez-vous aussi tout ce qu'on disait sur la crise ukrainienne. Elle est restée unie, y compris dès le départ sur la crise ukrainienne, alors que les moyens d'action que vous connaissez de fake news de la part du président Poutine étaient considérables. Les 27 sont restés unis, ce n'était pas donné d'avance, mais ça se maintient et ça se poursuivra. Deuxièmement, l'Europe s'est dégagée de ses dépendances en tout domaine, rapidement, brutalement peut-être, mais avec nécessité. Je pense en particulier au problème de l'énergie. Et elle affirme de plus en plus sa souveraineté, qui n'est pas contradictoire avec la souveraineté nationale. Ce sont des souverainetés qui se conjuguent. Dans le même temps, on assiste à la montée en puissance de sa politique industrielle. Pendant longtemps, les autorités européennes avaient refusé de s'engager dans la voie d'un soutien aux entreprises. Elles étaient uniquement focalisées sur les enjeux de marché. Désormais, le mot politique industrielle n'est plus un tabou. Le mot sécurité économique de l'Europe n'est plus un gros mot. Bref, progressivement, l'Europe est en train de se constituer comme une force géopolitique. Et puis, quatrième point, je terminerai vraiment sur cette observation. Pour s'affirmer, pour garder son rang, l'Europe devra relever un défi sécuritaire et militaire majeur. Je vous livre mon sentiment personnel. Nous ne pourrons pas continuer à penser notre propre sécurité liée aux résultats électoraux de tel canton de Caroline du Nord. Parce que c'est ce qui va se passer, ou d'un autre État, du Texas. Parce que c'est ce qui va se passer. On sait que les résultats des élections américaines sont toujours serrés, mais on sait aussi que ça se joue sur quelques États. C'est pour ça que je parlais de Caroline du Nord. Et on sait qu'à chaque État, il y a des cantons plus ou moins bougeants, c'est-à-dire qu'en fait, le résultat se joue sur quelques cantons dans l'ensemble des États-Unis. Et notre sécurité dépendrait des électeurs de Caroline du Nord, pour qui j'ai le plus grand respect. Néanmoins, l'Europe doit prendre à bras-le-corps ces enjeux de sécurité maintenant, à un moment où on voit apparaître, et c'est ce qui me paraît sans doute le plus grave, le plus inquiétant, un axe Russie, Iran, Corée du Nord, inimaginable il y a encore 2 ans, inimaginable, avec peut-être sur ce point des interrogations chinoises qui ne manqueront pas de s'exprimer. Mais en tout cas, cette alliance-là se fait à ciel ouvert, si j'ose dire. Et les Européens ne prendraient pas à bras-le-corps leur propre sécurité. Ça veut dire les efforts financiers, les efforts industriels, la volonté commune. Je crois qu'elle est là. Elle est là sans doute
par nécessité, mais elle devient là par volonté et par affirmation européenne, ce qui me paraît être une évolution extrêmement positive. C'est pour ça que j'ai quand même des raisons d'espérer dans la situation actuelle qui est quand même assez trouble et assez inquiétante. Merci de votre attention. Désolé, j'ai dépassé mon temps. Merci Jean-Yves Le Drian, merci de nous avoir fait partager ce diagnostic et ce basculement du monde, et merci aussi d'avoir conclu sur une note d'espoir, notamment en nous faisant partager vos convictions européennes et la nécessité effectivement pour l'Europe de se doter notamment d'une politique de défense autonome. Je me tourne maintenant vers vous, Mario Giraud, pour nous dire peut-être si vous partagez ce diagnostic. Pardon ? Oui. Oui. On va rester dans le diagnostic. Est-ce que vous partagez d'abord l'analyse de Jean-Yves Le Drian, et puis surtout parce que vous avez un parcours, vous avez été syndicaliste, vous avez été vice-ministre des Affaires étrangères, et surtout aujourd'hui vous êtes médiateur pour la paix avec la communauté Santé Egidio. Est-ce que vous partagez notamment ce point de vue sur le basculement du monde à partir du regard que vous avez, puisque vous êtes présent, je crois, dans 70 pays avec les communautés de Santé Egidio? Oui. Alors, bien sûr, chacun a son micro. Et alors, maintenant, pour réagir, il faudrait encore 30 minutes, mais on n'en a pas, n'est-ce pas? Donc, un quart d'heure. Un quart d'heure. C'est trop et c'est beaucoup en même temps. Alors, moi, je pense que je vais partir par certains points que le ministre a évoqués. Le premier point, c'est la démocratie, les démocraties occidentales. Les premiers critiques qui affaiblissent nos démocraties occidentales, c'est nous-mêmes. C'est pas Poutine avec son discours de 2007 à Munich, à la conférence de sécurité, quand il a dit le libéralisme c'est terminé. C'est nous-mêmes. Les autres profitent de notre faiblesse intérieure, interne. Nous, lorsque nous allons vers une politique personnalisée, lorsque nous acceptons le populisme, lorsque nous nous déclarons insatisfaits du désordre que la démocratie provoque. La démocratie est toujours un peu de désordre, chers amis. C'est toujours ça. Mais nous voyons en Europe, ça c'est un des problèmes que l'Europe devra résoudre, la montée de ces populismes, de ces souverainismes, comme quoi, patrie, vous avez évoqué, être patriote, c'est aimer son propre pays. Mais être nationaliste, c'est ne pas aimer les patries autrui. Et ça, c'est notre problème, et c'est un problème global en réalité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la maladie du populisme et du souverainisme que nous voyons décliner de différentes manières, je pourrais vous entretenir sur la manière italienne, mais alors on pourrait parler de la manière à la française, etc., c'est notre premier problème. Peut-être nous avons été trop optimistes après 1989, quand le mur a tombé, et nous avons lu le monde seulement à partir de ce qui s'est passé à Berlin. C'était une grande chose. Nous n'avons pas compris le choc que cela a provoqué déjà de l'autre côté du mur. Si on lit les livres, disons, de Svetlana Alexievitch, la grande écrivaine biélorusse, disons, qui a vécu toute sa vie dans l'Union soviétique, elle parle d'un véritable choc. C'est comme si le pape déclarait un jour en place Saint-Pierre, excusez, on a la preuve, Dieu n'existe pas. C'est la même chose, disons. Et ils ont vu comme disparaître. Elle dit, non, elle cite beaucoup de témoignages, elle dit, on a vu apparaître les pauvres soudainement. Donc nous savons que l'économie socialiste réelle
ne tenait pas, elle était fausse pour beaucoup de choses. Mais il y avait une mentalité qui a été cassée, à laquelle rien ne s'est substitué. Et il y a eu un grand vide. Et chers amis, le vide se remplit toujours de manière mauvaise. Et probablement, c'est pas que nous devons retourner en arrière de ça. Hein. Je ne suis pas nostalgique de l'Union soviétique, pas du tout. Mais nous devons savoir que nous n'avons pas compris le vide qui se crée de l'autre côté. Encore aujourd'hui, cela se passe avec des pays et des espaces culturels différents des nôtres, et qui nous amèneraient à être plus sensibles, qui doivent nous amener à être plus sensibles et plus réfléchissants. Nous sommes parfois trop arrogants. Mais nous ne le sommes pas de manière exagérée, nous le sommes presque naturellement. C'est le privilège blanc dont parlent les wokistes américains. L'autre thème, c'est-à-dire Black Lives Matter, etc., etc. Il y a une raison à ça, mais vous voyez ce qui se passe dans les universités américaines aujourd'hui. Et ça, c'est le deuxième point sur la faiblesse de la démocratie. La critique qui vient à l'intérieur. Et on ne peut plus parler. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire un discours tranquille, disons, même si passionné, mais sans polémique, sur ce qui se passe à Gaza dans une université. C'est devenu presque impossible. Là, nous avons un problème. C'est nous qui avons le problème, avant tout. Et la culture woke, la culture éveillée des minorités américaines, pointe du doigt le privilège blanc en disant, vous, surtout ici, on est tous des hommes blancs, il n'y a pas de femmes en plus, gravissime. No woman, no panel, il faudrait dire maintenant. Mais pour nous comprendre entre nous, heureusement que Mme Hutin a introduit, non, et qui nous dirige, elle nous dirige. Bon, non, mais c'est pour vous que compreniez la sensibilité. Ils nous disent, écoutez, vous n'avez plus rien à dire. Ça, c'est les nôtres. Moi, j'ai entendu des discours de professeurs d'université américaine, femmes blanches, d'origine italienne en plus, qui disaient des trucs comme c'est pas possible, en disant, vous n'avez plus rien à dire, parce que de toute façon, vous vivez de manière naturelle ce privilège. Donc, silence. Je ne vais pas aller maintenant, monseigneur, dans les discours sur les pentecôtistes, l'extrémisme et la polarisation dans la question de la foi et des églises en Amérique. Donc, nous avons ce problème. Nous devons reconstituer un dialogue démocratique. La démocratie, c'est un dialogue continu, perpétuel. C'est aussi du désordre. C'est des manifs dans les rues. Ça, c'est la démocratie. L'opposé, vous le voyez en Russie aujourd'hui. Mais c'est notre manière de vivre. Et la grandeur de la démocratie, c'est de se savoir réformer tout le temps. Ecclesia semper reformanda est. Démocratie aussi. Elle est toujours en mesure de se reformer, de s'autocritiquer. Ça, c'est ma première réaction à ce que disait le ministre sur le thème de la démocratie. Sur le thème des BRICS. Alors, les autres veulent un nouvel ordre, mais ne savent pas quel nouvel ordre. Ça, c'est quelque chose de très... Même Poutine et Xi Jinping se parlent tout le temps, mais ils ne sont pas d'accord, en réalité. Alors, jusqu'à ce qu'il y ait la culture de l'ennemi, en ce cas l'Occident, qui veut imposer ses règles, qui a imposé ses règles, et, gravissime, ne les a pas respectées. Parce que ce dont on nous reproche, c'est aussi le double standard. 2 poids, 2 mesures. La question de Gaza est évidente. La crise n'est pas commencée le 7 octobre, elle a commencé bien avant. Les Palestiniens nous disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour nous ?» Pour faire respecter quelque chose qui a été décidé aux Nations Unies, même quand les Nations Unies marchaient. Naturellement, il faudrait leur dire « Oui, d'accord ». C'est vrai, il y a eu beaucoup de résolutions des Nations Unies qui n'ont pas été acceptées, mais les pays arabes qui vous soutiennent n'ont pas accepté la première des résolutions, l'existence d'Israël.
Parce que l'Israël n'est pas né comme un État colonial, comme on voudrait le faire passer aujourd'hui. Israël est né par une décision collective, internationale, votée aux Nations Unies. Alors vous voyez, là aussi le débat est ouvert. Naturellement, nous sommes horrifiés et du pogrom du 7 octobre qui incarne la volonté de destruction totale du fleuve à la mer du peuple juif israélien, mais on est aussi horrifié de ce qui se passe à Gaza, cette vengeance collective que les principes démocratiques ne peuvent pas admettre. Et je rappelle que c'est la France qui a parlé de droit et pas de force contre la guerre de 2003 aux Nations Unies. C'était de Villepin, si je me rappelle. C'était pour l'Irak. Et là aussi, c'est quelque chose qui pèse sur les consciences de l'Occident vis-à-vis du jugement des autres. Alors, bien sûr, je parle sous le contrôle d'un ancien ministre des Affaires étrangères, pas seulement ça, mais dans le cas spécifique, je veux dire, bien sûr, nous savons que la qualité d'une démocratie ne se identifie pas par sa politique étrangère, mais s'identifie avant tout pour comment elle traite ses propres citoyens. Et c'est ce qu'il faut dire à ceux qui nous accusent. Non, c'est qu'il faut répondre à ceux qui nous accusent. Ah, vous avez 2 poids, 2 mesures sur votre politique. Ah oui, mais avant tout, qui es-tu? Comment tu traites ton peuple? Ça, c'est la première chose à leur dire. C'est très important. Troisième, disons, réaction, c'est l'Europe. Là, je dois vous témoigner, personnellement. J'étais au gouvernement pendant 5 ans, aux affaires étrangères, ministre délégué pour la coopération et pour l'Afrique. Eh bien, je peux vous dire que je fais un exemple seulement. Nous avons des responsabilités. Sur la Libye, entre la France et l'Italie, on a fait un truc qui c'était vraiment... On s'est battu comme des chiffonniers. Et on a permis aux Russes et aux Turcs de rentrer. Donc notre problème européen, c'est notre problème. Je suis d'accord avec ce que dit le ministre Le Drian sur le fait que nous avons l'Europe a sûrement un avenir, mais nous devons changer nos petites histoires. Je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est officiel, c'est public. Je me suis battu pendant 5 ans, d'un côté et de l'autre, c'était impossible. Il y avait une méfiance, presque... Et ça, c'était avec des gouvernements de centre-gauche. Je ne vous parle pas de gouvernements de droite maintenant que nous avons. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, comment on arrête la guerre si on est sur ce plan incliné? Parce que ça, c'est la première urgence. N'est-ce pas dont nous nous posons? Parce que la guerre, mes amis, c'est un engrenage terrible. Là, je le dis aussi comme chrétien. C'est-à-dire, la guerre semble un instrument, un outil comme les autres, mais en réalité, après que tu l'as déclenchée, c'est très difficile de l'arrêter. Elle prend son autonomie. En ce sens, elle est diabolique. C'est comme une boule de neige. Elle doit aller jusqu'au bout. Il faut un effort immense pour l'arrêter. Et là, nous sommes dans une situation, par exemple, sur l'Ukraine et la Russie, terrible, parce que chacun vise la victoire. Et avec ça, on n'arrive nulle part. La politique donne beaucoup plus de solutions que la guerre. La guerre, c'est ou vaincre ou la défaite. La politique permet beaucoup d'autres solutions, mais nous avons choisi tous, à partir de l'agression de M. Poutine, qui a décidé que l'Occident était faible, et il a essayé son tour, et naturellement, il s'est mal pris, mais il a eu l'intelligence ou l'habilité de changer de storytelling, de narratif, non? Parce que lui, en réalité, il a perdu la guerre, il voulait occuper en 1 semaine Kiev et tout, et maintenant il dit qu'il est en train de subir une agression, le pauvre, et de se défendre. Mais ça, c'est toujours envers les siens. Il doit convaincre son opinion publique. Nous, au contraire, nous sommes calés sur ou la victoire ou rien. Et donc, c'est très difficile de convaincre maintenant nos opinions publiques qu'il faut faire un compromis. C'est compliqué. Alors,
comment on arrête cet engrenage? Parce que vous savez, on risque 1914, des faits qui se mettent l'un à côté de l'autre, mais si tu les mets en lien, ils provoquent une guerre grande. Des somnambules, c'est le beau titre d'un livre d'un historien britannique qui explique comment les faits pris l'un à côté de l'autre sont pas particulièrement dangereux, mais si tu les mets en séquence, ça devient la grande guerre à laquelle visent certains. Et là, on voit un panorama un scénario que le ministre a déjà esquissé. Il faut sortir de la culture de l'ennemi, il faut sortir de la victimisation. Tous les leaders autocratiques, les dictateurs utilisent la victimisation pour justifier leurs actes, surtout leurs actes de guerre. Ils sont toujours attaqués, c'est l'appel de l'histoire à défendre le patriotisme de leur pays, et patati et patata, on connaît. Mais nous avons les moyens pour faire un autre narratif, parce que les gens, même les Russes, ne sont pas tous convaincus. À la dernière conférence de presse de Poutine qu'il a recommencé cette année, il avait arrêté avec le Covid, de fin d'année, avec laquelle il répond aux questions. Les questions apparaissent sur l'écran. Et il y avait plein de questions sur la paix, des patriotes aussi russes, parce qu'ils croient en leur pays. D'ailleurs, right or wrong, my country, c'est pas les Russes qui l'ont inventé, c'est les Britanniques. Juste ou faux, c'est mon pays, donc j'adhère. Mais qui se demandaient quand est-ce que cette guerre termine. Poutine n'a pas répondu à ces questions, mais on ne pouvait pas les filtrer. Et aucun journaliste aurait eu le courage de lui demander. Mais les gens, oui. Pour dire que tout est beaucoup plus compliqué. Et on découvrira après la guerre combien des justes de nations il y a eu aussi en Ukraine et en Russie, entre Russes et Ukrainiens. Des Russes qui ont sauvé des Ukrainiens qui ont sauvé des Russes. On le découvrira après. C'est pour dire qu'il ne faut pas penser que la guerre est inévitable. La guerre n'est jamais inévitable. Au grand jamais. Il est possible, et ça c'est nous, ceux qui ont l'amour pour la paix, parce que nous sommes les héritiers de ceux, vous voyez les panneaux qu'il y a derrière vous, de ceux qui ont vaincu 42, 43, 44, 45, et qui se sont battus pour que nous ne choisissions pas le chemin du cimetière qu'ils ont été obligés de parcourir. Et c'est la grande culture, et si vous voulez la grande mentalité, et le grand message, vous avez cité Martin Buber, non, qui vient de la fournaise de la Deuxième Guerre mondiale et qui est le dépôt de conscience européen, surtout européen, sur lequel nous avons bâti toute la culture constitutionnelle européenne actuelle. Et qu'il faut continuer à croire que c'est un grand message qu'il faut donner aux autres. Et aussi aux autres cultures, en acceptant leurs différences. C'est vrai ce que disait le ministre, les autres démocraties, le Brésil, l'Inde, vous voyez, tout le monde qui... Mais il ne faut pas courtiser les autres comme si c'était maintenant eux qui vont résoudre tous leurs problèmes, parce qu'eux aussi, ils ont leurs problèmes. Mais ce sont c'est un véritable défi. Et je pense que de la fournaise de la Deuxième Guerre mondiale, Buber disait, parfois on ne comprend pas le monde, comme actuellement. Même si on ne le comprend pas, on peut l'embrasser. L'embrasser, c'est accepter de ne pas croire à l'inévitabilité du mal, je peux le dire ici, mais à la construction du bien. Et même la politique nous aide en ça. Dernière chose, si tu me permets, le discours sur la paix. Allez, Sant'Egidio a une approche vis-à-vis de la paix qui est une approche chrétienne et romaine. Dans quel sens? Dans le sens de la papauté. Pape Benoît XV s'est mis contre la Première Guerre mondiale, avec la fameuse note de 1917, le massacre inutile.
On le nommait de Pilate XV et de Pape Bosch en France. Et la même chose en Autriche. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que pour le pape, c'était une guerre civile, insupportable pour l'Église universelle. Tous les papes après lui ont augmenté, sont allés dans ce sens. Et aujourd'hui, le pape François est arrivé à dire que même la guerre de défense est illégale, illégitime pour un chrétien. Est-ce que tous les catholiques en sont convaincus? Pas du tout. Nous aussi, nous avons beaucoup de doutes de ça. Mais c'est pour vous dire que la théologie de la papauté romaine est très avancée en ce terme parce qu'elle voit dans la guerre une situation impossible pour l'Église. La guerre est toujours fratricide. Et il faut tout faire à tout prix, je dis bien, et ça peut scandaliser les politiques. On doit tout faire pour l'arrêter ou pour ne pas la faire. La question du drapeau blanc, c'est ça. Et c'est scandaleux à nos oreilles. Mais en réalité, c'est un véritable pragmatisme. Parce que les idéalistes sont ceux qui pensent que la guerre résout les problèmes. Quelle guerre a résolu les problèmes? Les derniers 30 ans. Même un non-expert de géopolitique le sait qu'aucune. Et voilà expliqué. Alors, avant de dire que la guerre est juridiquement mauvaise ou éthiquement mauvaise ou moralement mauvaise, moi, je me contenterai de dire que la guerre est inutile pour résoudre les problèmes. Et ça, c'est beaucoup plus pragmatique. Merci. Merci Mario Giraud. Je me tourne vers vous, Général Michon. Vous êtes officier général de la zone de défense et de sécurité de l'Ouest. Et vous avez été aussi au cœur de l'opération Barkhane au Mali. L'Europe et la France ont cru qu'on pouvait désarmer. On voit que l'Allemagne se retrouve dans une position extrêmement difficile aujourd'hui. Comment est-ce que vous, en tant que militaire, vous avez vécu ces dernières années et quelles responsabilités aujourd'hui sont celles de l'armée et comment vous voyez votre rôle ? Merci de vos deux bonnes questions. Par rapport à messieurs les ministres, moi je vais me situer à celui que vous venez de recadrer devant vous tous, à savoir ma juste place de général, c'est-à-dire de chef militaire dans une démocratie évidemment qui se trouve être occidentale, sous l'autorité d'un politique, quel que soit le mode d'élection, que l'on va considérer évidemment comme légitime. Et je vais répondre à vos questions dans ce sens-là. Je vais prendre des exemples concrets de l'action des armées françaises au Sahel, puisque c'est la question posée initialement, Madame Hutin, et l'étendre à quelques exemples un peu plus anciens, puisque je suis évidemment plutôt à la fin d'une carrière de, en gros, 40 années d'engagement des armées dans des modes très différents depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, pour essayer d'incarner et vous illustrer la façon dont le soldat français est engagé. Le titre initial, c'était « Comment l'armée française œuvre à la paix », ce qui peut paraître un peu provocateur ou en tous les cas interrogateur. Et après ces 40 années passées, je reste persuadé que oui, on a parlé de force et de droit, le soldat français a sa place dans les équilibres à établir, rétablir, etc. Avant de démarrer, donc j'ai moi aussi une demi-heure, c'est bien cela. Deux petits rappels qui sont fondamentaux pour nous soldats, mais pour vous tout autant. La vocation du soldat est de défendre sa patrie. On parlait de patrie à l'instant, c'est-à-dire un pays ou des territoires, une population, des Français, où qu'ils se trouvent dans le monde d'ailleurs. Et puis de défendre aussi, on oublie parfois de le rappeler, mais pour un soldat c'est évident, de défendre tout simplement des intérêts français. Et chaque soldat, c'est valable pour tous les pays, défend les intérêts de sa patrie.
Ça, c'était le premier appel. Le deuxième, c'est que nous avons évidemment une relation très directe à la vie et à la mort, puisque le soldat a une vocation particulière, et alors le chef encore plus, de non seulement risquer sa peau, risquer la vie des subordonnés, ça commence au grade de caporal, mais surtout, et ça on le dit parfois aussi un peu moins, de donner la mort, ou de donner l'ordre de tuer, ce qui est une responsabilité exorbitante à tout point de vue. Ça, c'était les deux rappels fondamentaux. Donc le rapport à la mort et à la vie, et là, on pourra revenir peut-être dans les échanges, mais je ne suis pas d'accord avec mes deux prédécesseurs sur les 80 années extraordinaires qu'on a vécues. Pardon, parenthèse pour l'Europe, si on nommait les Balkans. Parenthèse pour l'Europe, si on nommait les Balkans, et si on oublie pour les armées françaises les 20 années de 45 à 62. Donc ça réduit un peu le champ. Et un soldat français qui termine 4 décennies d'engagement peut vous témoigner que, bien sûr, la guerre n'avait pas disparu pendant tout ce temps-là, loin s'en faut, dans notre horizon, un peu plus lointain. Je vais vous partager 3 idées, tout simplement, et encore une fois, ma plus modeste place de chef français, lieutenant, capitaine, général. D'abord, et c'est fondamental pour nous, nous avons besoin de ça et nous l'exigeons du chef politique, et M. Le Drian pourra le confirmer, le soldat a besoin, avant de s'engager, d'avoir une idée claire, avant d'engager le combat, de quel est l'objectif politique le plus clair possible. On appelle ça un état final recherché, peu importe, l'état dans lequel on veut aboutir à la fin, politiquement, parce que sinon on ne peut pas s'engager correctement. Et cette action du soldat, cette action militaire, elle est toujours liée donc à plein d'autres acteurs. Vous n'imaginez pas à quel point le soldat s'engage toujours accompagné d'autres acteurs. Alors ils sont français, ils sont européens, ils sont otaniens, peu importe, ils sont onusiens, mais nous ne sommes pas les seuls. Ils ne sont jamais seuls en tant que soldats pour répondre à une crise ou être engagés quelque part. On appelle ça l'approche globale, pour faire un peu de doctrine, peu importe, et je voulais vous souligner comment. On m'a demandé d'appuyer mon propos sur plutôt le Sahel et mon expérience de commandement pendant 1 an, au moment où on a changé complètement le portage de Barkhane. Une petite incise, moi j'ai commandé la force Barkhane au moment où on m'a dit il faut réduire par 2 l'engagement des militaires, il faut accueillir les Européens, et tout ça on l'a fait très conformément aux ordres reçus. Et à un moment où on a en plus dû se désengager du Mali en raison d'un choix de la junte de faire appel à Wagner, et j'en passe, c'est les meilleurs. En quoi nous n'agissons pas seuls en tant que soldats français? Et cet exemple-là, il va aller dans les Balkans, il vaut au sud Liban, etc. Lorsque le soldat français a pour mission de faire baisser la tête à l'ennemi, donc de combattre des groupes terroristes pour qu'ils ne prennent pas trop d'ampleur, c'était juste ça l'intention. Ce n'était pas éradiquer le terrorisme qui est un non-sens, même si ça a parfois été prononcé. Faire baisser la tête aux groupes terroristes, après Serval, après avoir bloqué l'avancée sur la capitale, sur Bamako. Et simultanément, faire monter en gamme l'armée malienne, mais l'armée nigérienne aussi. Faire monter en gamme les armées locales pour que l'ennemi terroriste soit à sa portée. Ça, c'était les objectifs où le militaire est directement menant. C'est-à-dire que c'est lui qui est plutôt le leader pour faire monter l'armée malienne, passer de 7 000 à 40 000 hommes pendant ce laps de temps, ou essayer d'endiguer un tant soit peu les groupes terroristes. Et simultanément, et ça a été moins mis en avant parfois dans l'histoire de Barkhane, c'est d'agir avec les États ou tous les acteurs étatiques ou institutionnels, on va dire au sens large, rétablir un minimum de services aux populations que doit porter tout État, la justice, l'éducation, l'aménagement du territoire, pour parler comme un occidental, en gros l'accès à l'eau, à la nourriture, c'est dans des contrées où il faut survivre d'abord. Et cette troisième action, nous ne sommes, en tant que soldats, que celui qui permet l'action de l'autre. Et le 4e volet était permettre l'action humanitaire. Les organisations internationales, les ONG, qui ne peuvent agir qu'avec un minimum de sécurité. Et donc l'engagement était bien global d'emblée. Et donc le soldat peut réussir sa tâche sans que les autres aient le temps, par exemple, d'accomplir la leur. Mais on ne conçoit pas une action, dans ce cadre-là, le soldat seul. Ça n'a aucun sens. Si on arrive à une situation de guerre, entre États,
entre pays, entre grosses entités militaires, le militaire n'est pas seul non plus. Et il est essentiel, je me tourne vers mon voisin de gauche, que le diplomate continue à agir pendant la guerre. C'est tout ce qui s'est passé entre 14 et 18, entre 39 et 45, où j'espère aujourd'hui, pour l'Ukraine et la Russie, ou d'une autre façon dans les négociations à travers des tierces parties pour Israël contre le Hamas, le diplomate doit continuer à parler à l'autre, pas parler seulement aux amis, parler à l'ennemi. Si le diplomate ne fait plus ça pendant que le soldat combat, on ne va pas vers la paix ou vers la résolution du conflit. Et les autres acteurs sont tout aussi importants. Comment je vais reconstruire ? Quelle est la suite ? Il y aura toujours une suite. Il y a malheureusement toujours des guerres, il y a toujours des sorties de guerre. Et donc ça se prépare dès le début, en réalité, avec une clarté politique à avoir. En tout cas, elle est indispensable au soldat. Donc le soldat n'est jamais engagé seul. Deuxième idée, toujours le rapport de force, très concret, très militaire, là pour le coup, compte. Sur le plan tactique, c'est-à-dire très localement, sur le plan, on appelle ça opératif dans notre jargon, c'est-à-dire un théâtre d'opération, si vous voulez, et sur le plan stratégique. Et sans rapport de force bien appréhendé, on ne peut pas trouver d'issue à tout conflit, que ce soit un différend de faible intensité ou une guerre plus atroce et cruelle. Si je souligne ça, c'est que les Européens l'ont parfois oublié, les dividendes de la paix, etc. Et je ne sais pas si c'est les Nations Unies qui ont permis la parenthèse de 80 années. Je pense que c'est plutôt, ou au moins tout autant, l'équilibre des forces. L'équilibre des forces, avant même les résolutions des Nations Unies, indispensables sur le plan de la légitimité. Sans équilibre des forces, il n'y a pas de stabilité. C'est malheureux, peut-être, mais c'est comme ça. Et donc le rapport de force compte. Je vais l'illustrer à travers d'abord une condition de ce qu'on appelle la guerre juste, pas simplement ici pour les catholiques, pour les chrétiens ou pour des avant Cicéron, par exemple. Une guerre ne peut être juste que s'il y a des chances raisonnables de succès. C'est que s'il y a une forme de proportionnalité, sinon ce n'est pas une guerre juste. Et les Européens ont oublié ça, encore une fois, en tous les cas depuis... alors, on est en train de le retrouver, vous l'avez souligné, mais on l'avait oublié quand même pendant les années 90-2000, un peu parfois, ou certains. Et donc, le droit ne se fait pas respecter sans un minimum de force pour venir l'appuyer. C'est d'ailleurs valable en interne d'une société, mais c'est moins mon domaine. Et donc, la démocratie ne peut pas ne pas être un minimum forte, sinon tous les tyrans vont toujours gagner. Et ce n'est pas ce que l'on souhaite, évidemment. Donc on doit retrouver la volonté d'être fort militairement. Non pas pour écraser le voisin, non pas pour être nationaliste, mais parce que sinon le droit ne sera pas respecté. Le rapport de force tactique qui compte. Je vais très, très loin en arrière de mon expérience. Souvenons-nous des casques bleus. J'étais casque bleu au sud Liban, j'étais casque bleu dans les Balkans. Les Balkans, 200 soldats français et britanniques enchaînés sur les ponts, puisque pas d'autorisation d'ouvrir le feu. Voilà. Donc quand on est faible, on subit la faiblesse face à un tyran. L'enclave de Srebrenica et les casques bleus néerlandais qui sont aussi placés dans des situations un peu impossibles pour un militaire. Et à l'inverse, quelques jours après, le général Lecointre témoigne régulièrement de cet épisode-là, changement dans la guerre, des règles d'ouverture du feu qui changent, les mêmes armées, et notamment les Français, les Britanniques et les Néerlandais, qui constituent une force de réaction rapide et qui imposent une forme de paix, puis un accord de l'OTAN qui impose la paix aux différents belligérants. Et donc les mêmes unités, simplement en changeant les règles d'ouverture du feu, imposent par la force la paix aux belligérants. Donc quand on est trop faible, militairement, l'objectif politique n'est pas atteint. C'est irrémédiable et c'est très tactique. Et à l'inverse, quand le militaire est suffisamment fort pour permettre que la solution politique puisse avancer, il ne garantit pas que, pour autant que la situation politique aboutisse, mais en tout cas, il permet qu'elle soit possible. Le deuxième sujet sur les rapports de force vus du militaire, je l'évoquais, c'est que toute guerre se termine à un moment ou à un autre. Une guerre d'usure initiée par Poutine, qui attend bien sûr les élections européennes puis les élections outre-Atlantiques, etc. Mais toute guerre se termine. Et elle se termine sur un arrêt temporaire des hostilités, qui s'appelle en général un cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'à un moment, là aussi, le rapport de force compte. Qui arrive avec quoi comme situation sur le terrain de perte, de terrain conquis, pas conquis, qu'est-ce qu'on est prêt à concéder? Et là, le rapport de force compte dans la négociation et l'issue
très militaire, très tactique, qui peut être temporaire, de ce qui va déboucher derrière. Une paix juste, une paix injuste, qui va provoquer la guerre d'après. On connaît ça en Europe. Et c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier, là encore, lorsqu'on est, je pense, une démocratie. Sinon, les tyrans, là aussi, s'en sortiront toujours bien avec des coups de force initiaux, un rapport de force concret qui feront que de gage en gage, on n'arrêtera pas la guerre, en tout cas pas la guerre voulue par le tyran. Et puis sur ce dernier volet, pas de retour du droit, pas de retour des règles minimales s'il n'y a pas de force. Donc c'est le chaos entre les factions, c'est la Libye, faute stratégique me semble-t-il, en tout cas sur le plan militaire, quand on ne sait pas imposer la suite, et donc le chaos règne, et là toujours le plus fort s'en sort bien, avec des atrocités qu'on a connues sur certains territoires. Je ne parle pas de la Libye, je parle d'autres terrains d'engagement des armées, et le plus faible qui paye, puisque c'est ça le chaos, c'est ça l'anarchie lorsqu'on raisonne au niveau d'un pays, ou même pour les pays entre eux. Le plus faible paye. Je ne compte pas aller plus loin dans ce rapport de force, mais on pourrait parler de la dissuasion dans ce cadre-là, qui, là, a vocation à empêcher la guerre, par le côté déraisonnable qu'elle doit mettre dans la tête du potentiel adversaire, et la dissuasion qui est le choix français, en toute indépendance, c'est l'emploi ultime d'une force incroyable qui a pour petite particularité de devoir se démontrer régulièrement. Et nous devons démontrer que nous sommes crédibles pour ne pas être attaqués et conserver une paix ou éviter la guerre. Prenez-le comme vous voulez. Troisième idée, toujours évidemment, la légitimité de la cause est plus importante, c'est un avis personnel, que la légalité. Et donc l'autorité doit être l'autorité qui engage une armée, en tous les cas l'autorité française, en ce qui nous concerne, doit être bien sûr une autorité légitime, ce n'est pas un sujet de discussion en France, doit adopter une cause légitime, ça peut être un sujet de débat, ou ça doit être un sujet de débat dans la nation. Article 35, on peut revenir sur la Constitution qui a évolué, et c'est assez heureux, qui pourrait encore évoluer. Et ensuite, avec cette cause légitime décidée par une autorité légitime, le soldat, lui, a une responsabilité, le chef militaire notamment, a une responsabilité qui est notre quotidien, qui est le juste emploi de la force. Bien sûr, la proportionnalité, même s'il faut attaquer pour reprendre une province qu'on a perdue, par exemple, le juste emploi de la force. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ferme ou offensif, ça veut dire qu'on doit être proportionné et réfléchir à tout ce qu'on fait et tout ce qu'on engage comme dégâts et pertes sur le terrain sur lequel on est engagé, que ce soit chez nous ou chez un allié ou toute autre configuration. L'exemple classique de la cause légitime plus que légale, c'est bien sûr, on le sait bien en France, les combats menés par la France libre depuis Londres ou l'Afrique, où en fait on était dans l'illégalité complète, quand on était soldat de la France libre, et on était bien légitime pour conduire un combat et libérer notre pays. Ça nous amène évidemment à ce qu'on appelle la guerre in bello, c'est-à-dire le droit de la guerre. Comment exerce-t-on la guerre lorsqu'on est dans l'armée française aujourd'hui ? Et là aussi, on peut ensuite, dans la deuxième partie de la soirée, déboucher sur la façon dont la guerre entre Ukrainiens et Russes se mène, ou la façon dont Israël agit dans la bande de Gaza. Les soldats français sont, me semble-t-il, et je dis, je suis juge et partie, évidemment, assez exemplaires de leur réflexion et leur action, surtout, armée d'emploi, souvent employée par le politique pour intervenir dans une crise, s'interposer, imposer la force, réagir en alliance avec un tel, etc. L'armée française est, je pense, assez au moins respectable, sinon exemplaire dans l'emploi de la force. Je tenais à vous, voilà, je profite de cet auditoire pour le rappeler. Et c'est une condition pour que la paix ensuite soit établie. À ne pas être dans cette configuration, on interdit la paix d'arriver, ou en tout cas elle n'est pas très durable derrière. Je vais prendre un exemple concret en revenant au Sahel. J'ai commencé par ça pour mon premier exemple. Lorsqu'on reçoit l'ordre, je reçois l'ordre de partir du Mali en 6 mois, ce n'était pas forcément prévu, ce n'était pas forcément facile à faire militairement, techniquement, logistiquement. On est au bout du monde. Wagner est déjà arrivé. Nous savons le prouver à nos autorités politiques, on le démontre. Voilà.
malgré les affirmations des uns et des autres, oui, Wagner est bien là, oui, ce sont bien des Russes, et oui, il y a bien une intention cachée, niée par le pouvoir de la junte à Bamako. Et on se retire en 6 mois en respectant le canevas fixé par le politique, en continuant à empêcher, cogner les groupes terroristes autant qu'il nous est possible jusqu'au bout, pour aider les populations qu'on a aidées pendant 10 ans, pour continuer la mission de faire baisser la tête jusqu'au bout, en continuant à travailler en bon frère d'armes avec l'armée malienne, quels que soient les différents politiques, les grosses frictions politiques entre Paris et Bamako, entre frères d'armes qui avons combattu ensemble pendant une dizaine d'années, nous sommes partis en bons frères d'armes, des relèves sur position, les aidant à prendre nos postes de combat, à agir eux-mêmes contre les groupes terroristes. Et ceci permet l'avenir, ceci permet un après, et ceci, donc c'est une façon technique, si vous voulez, de se retirer, comme une façon technique de faire une offensive pour Serval, c'est quelque chose qui était très scruté par tous les pays africains. Tout le monde avait Kaboul en tête, ça a été évoqué. Les Français ne sont pas partis du Mali comme les Américains sont partis de Kaboul. Il y a une forme de crédibilité vis-à-vis de nos adversaires potentiels pour demain, vis-à-vis de nos alliés européens qu'on avait entraînés à venir avec nous. Je commandais, moi, un détachement de Barkhane au Mali qui était devenu quasiment complètement européen. Et donc il y a une forme de crédibilité à savoir faire ça en bon ordre, en sécurité, j'allais dire, et pas comme un sauvage. Et puis il y avait bien sûr la crédibilité du leadership en Europe des armées françaises, qui est un enjeu plus stratégique, qui n'était pas le mien au Sahel, mais ce que je faisais et la façon dont je le faisais au Sahel, vis-à-vis des Européens en général, avait évidemment une importance pour la suite. C'était au moment où, février 2022, ça vous rappelle probablement quelque chose, il se passait simultanément en Ukraine tout ce qu'on a vu se dérouler depuis. Voilà les 3 idées que je voulais vous partager. En conclusion, simplement, voilà, on peut être fier de la façon dont les armées françaises sont engagées. Monsieur Le Drian était au Conseil de défense qui, régulièrement, pendant 10 ans, se sont posé cette question-là. Doit-on y aller? Oui, non, dans quelles conditions? Pour quel but? L'emploi de la force tel qu'il est exercé par les armées françaises est je pense, un exemple. En tous les cas, je terminerai par là. Le CICR a choisi, il y a plus de 20 ans, comme ligne un peu stratégique, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du CICR ici pour me contester ou me confirmer, de se rapprocher des armées françaises parmi les armées européennes, parce que armées d'emploi, donc engagées sur un certain nombre de théâtres d'opération, armées qui réfléchissent à l'usage de la force et comment le faire, et armées qui a une influence sur les autres armées occidentales sur tous les sujets sensibles que sont les prisonniers, les dommages collatéraux, le ciblage, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dirait-on, c'est l'actualité. Et nous avons, armée française, la chance d'avoir la confiance du CICR, non pas une confiance aveugle, mais très, pas pointilleuse, un vrai aiguillon pour continuer à agir, j'allais dire, de façon à permettre une paix après l'engagement du militaire. Si la guerre n'est pas conduite comme ça, la paix qui suit ne peut pas être juste et durable, et donc on instille de la haine, car la haine existe dans ce bas monde malheureusement, et on provoque la suite sans fin. Voilà. Sans justice, pas de paix possible. Sans justice, pas de paix possible. Monseigneur Dornelas, on est un peu hors temps. Est-ce que en quelques minutes, peut-être 5-6 minutes, est-ce que vous pouvez essayer? Et vous voyez. Je vous remercie de me donner 5-6 minutes seulement. C'est bien. Je vais les tenir. Parfait. Vous avez la parole. Je ne voudrais pas dire ce que j'ai préparé, je voudrais simplement réagir, si vous me permettez. C'est vous qui menez le débat. Parfait. Ça va? Parce que c'est sûr que l'Église, le Saint-Siège plus exactement, a une activité diplomatique considérable. Le Saint-Siège est présent dans 47 instances internationales. Et le Saint-Siège veut y être présent comme observateur permanent. Depuis 2022, nous sommes observateurs permanents à l'OMS, ce qui est tout à fait nouveau. Observateur permanent, ça veut dire que le Saint-Siège peut participer comme n'importe quel diplomate à toutes les discussions
sauf qu'il ne vote pas. C'est-à-dire que le Saint-Siège ne prend jamais parti pour l'un ou pour l'autre. Et c'est une très grande liberté. Bien sûr, comme l'a dit un personnage célèbre, il n'y a aucune division disponible pour le Saint-Siège. La seule division qui est là, c'est une division qui est plus forte que toutes les divisions, c'est la force de la parole. Le Saint-Siège n'a que sa parole. Et cette parole suscite une activité diplomatique considérable, aussi bien sur le terrain que dans les instances internationales. Cette activité de la parole sur le terrain, je la nomme simplement par ce fait que l'évêque et le représentant du Saint-Siège, le nonce sur le terrain, sont les deux derniers à quitter, alors que parfois tous les diplomates ont quitté, toutes les représentations diplomatiques ont quitté. Les seuls qui restent sur le terrain, c'est le représentant du Saint-Siège et l'évêque du lieu. Par exemple, à Alep ou encore au Burundi, le nonce a été tué sur place. Et il me semble que pourquoi nous restons sur place, c'est que la parole est toujours féconde et il faut pouvoir la prononcer. Je suis témoin, de façon indirecte, de ce qui se passe à l'ONU. Je suis frappé de voir que la délégation du Saint-Siège est toujours sur le qui-vive pour dire une parole dans toutes les instances qui se rassemblent de façon multipartite ou bien simplement entre deux États qui discutent, où le Saint-Siège peut s'inviter toujours pour apporter une parole. Et vous le comprenez bien, cette parole, elle a un principe simple, c'est dans le Concile Vatican II en 1965, il faut proscrire de façon absolue la guerre. Voilà. La proscription absolue, le mot absolu a été voté par tous les évêques qui étaient réunis au Concile en 1965 à Rome. La guerre n'est jamais une solution et vous avez cette grande réflexion de Jean-Paul II quand l'Irak a été envahi. Il n'a jamais dit que c'était dommage pour l'Irak ou que c'était bien pour les États-Unis. Non, c'est une défaite de la paix. C'est une défaite de la paix. Et l'Église est toujours en espérance que la paix va gagner d'une manière ou d'une autre. Ceci étant dit, je ne suis pas du tout étonné personnellement du basculement que vous avez dit, Monsieur le Ministre. Mes voyages étaient souvent des voyages en Europe, en Occident, aux États-Unis, au Canada, et voici que j'ai entrepris les voyages en Afrique, et puis dernièrement en Asie, et je rencontre mes frères évêques. Et quand je rencontre mes frères évêques, je découvre de plus en plus qu'il y a une instance ecclésiale qui n'a plus besoin de l'aide de l'instance ecclésiale occidentale. L'instance ecclésiale en Afrique, l'instance ecclésiale en Asie, au Vietnam par exemple, se suffit. Et nous parlons d'égal à égal. Nous coopérons d'égal à égal. Nous faisons des partenariats où chacun apporte quelque chose à l'autre et non pas simplement l'épiscopat ou l'Église catholique en Occident qui apporterait quelque chose. Il me semble que ce basculement, c'est tout simplement quelque chose qui se nivelle petit à petit dans le monde, où on arrive à un concert des nations dans le monde, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, parce qu'on parle de pays émergents, mais précisément peut-être qu'un jour, tous les pays seront émergents. Et du coup, il y a une reconfiguration du monde qui s'est faite autour de l'Occident. Et ce n'est plus autour de l'Occident. On voit bien qu'il y a quelque part, en tout cas nous le voyons du point de vue de l'Église catholique, quelque chose qui fait qu'il y a un basculement. Et ce basculement, je vais venir sur la paix tout de suite, ce basculement était inévitable. Par contre, on peut se poser la question, pourquoi ce basculement se fait-il avec l'émergence? D'où viennent les idées qui habitent un certain Vladimir Poutine? D'où viennent les idées on pourrait parler de Lénine, de Staline et toute cette histoire, et aussi d'où vient cette idée qui vient de Mao Tse-tung? D'où vient qu'il y a de l'idéologie? D'où vient qu'il y a des idées qui soient mortifères? D'où vient qu'il y a des idées qui construisent d'une certaine manière le conflit? Et il me semble, d'après ce que j'entends, dans ce que je vois, quand je discute avec des représentants du Saint-Siège ici ou là, quand je discute avec des délégations qui sont présentes dans les instances internationales, délégations du Saint-Siège, je suis frappé de voir
qu'une des conditions fondamentales de la paix, ce n'est pas simplement la justice. La paix, c'est l'œuvre de la justice. Ce n'est pas simplement la justice. C'est deux considérations. Premièrement, le respect absolu de la dignité humaine. Et il faut bien le reconnaître, il y a parfois des contreparties à des aides qui ne construisent pas ce respect de la dignité humaine, par des idéologies qui sont contraires à la beauté de la personne humaine, de toute personne humaine, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Et on voit bien qu'il y a quelque chose de très fondamental pour la paix. Il n'y aura jamais de paix s'il n'y a pas un respect inconditionnel de la dignité humaine. Et parfois des intérêts autres, divers et variés, font que ce respect inconditionnel de la dignité humaine passe au second plan. Et puis la deuxième condition de la paix, c'est que l'être humain, par définition, on a parlé de la philosophe Simone Weil avec l'enracinement. On a parlé de Martin Buber, qui est le premier ministre de l'éducation en Israël, dans l'État d'Israël. Quand on lit les œuvres de Martin Buber ou quand on lit Simone Weil, je suis frappé de constater que dans chaque être humain, pour employer le mot de Simone Weil, il y a de la philosophe, il y a du génie. Et du coup, une des conditions de la paix, c'est le respect des créations de l'esprit de l'être humain, donc de la culture, et le partage des innovations que l'esprit humain fait naître. Et sans ce partage, ces innovations de l'esprit humain ou ces œuvres culturelles servent à conquérir le territoire de l'autre ou servent à s'imposer à l'autre. Et un des points majeurs que met en œuvre l'Église catholique, c'est précisément ce partage des œuvres de l'esprit, des œuvres spirituelles. Ça ne veut pas dire simplement confessante, la religion. Ce qui est l'œuvre de l'Esprit, auquel peut se joindre l'Esprit Saint pour les croyants qui croient en l'Esprit Saint, ces œuvres de l'Esprit qui font naître la culture sont faites pour être partagées en étant respectées et non pas annihilées ou arasées ou annihilées. Il me semble que ces deux conditions de la paix, le respect inconditionnel de la dignité humaine et l'admiration devant le génie qui habite l'être humain et sa culture, et ces œuvres de l'esprit qui méritent d'être partagées pour le progrès de l'humanité, ce sont deux conditions que le Saint-Siège, que l'Église catholique met toujours en avant pour pouvoir promouvoir la paix et proscrire sans cesse ce qui est inutile, dangereux, la guerre. Voilà ce que j'ai dit en plus de 6 minutes, pardonnez-moi. Merci, Monseigneur Dornelas. Merci au Général Michon, merci à Jean-Yves Le Drian, merci à Mario Giraud et merci à Jacques Ricot.